sur le CSSG en mathématiques, sixième année, unité 1, les probabilités. On commence par des définitions. L'expérience aléatoire, on va dire que c'est une action. Par exemple, lancer un dé. C'est une action qu'on va pouvoir répéter et dont on peut identifier avant l'expérience l'ensemble de tous les résultats possibles. Si on lance un dé, les différents résultats sont 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mais on ne peut pas prédire avec certitude le résultat qui est dû au hasard. Lance un dé, sauf si votre dé est pipé, c'est de nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'issue, c'est le résultat observé de l'expérience aléatoire. Par exemple, le dé tombé sur 1. Catégorie d'épreuves, on désigne par la lettre oméga, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. Pour le lancer d'un dé, c'est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'événement, ça va être une partie des résultats. Et quand on définit un élément, on lui donne toujours une lettre avec une majuscule. C'est une convention et comme d'habitude, les conventions, ça se respecte. Par exemple, avoir un nombre pair. Et donc, ce serait 2, 4, 6. L'événement élémentaire, c'est un événement qui a un seul résultat possible. Avoir un nombre plus petit que 2. Événement réalisé, quand l'issue de l'expérience appartient à l'événement. Avoir un nombre pair et le dé tombe sur le 2. Événement impossible, un événement qui ne se réalisera jamais, avoir un nombre qui est ni pair ni impair. Un événement certain, qui se réalise toujours, avoir un nombre plus petit que 7. Événement contraire, ça c'est plus intéressant, on va les représenter avec, par l'événement et son contraire aura donc une petite barre, un moins au-dessus de sa tête. C'est donc deux événements qui se partagent tous les résultats possibles. On n'a pas dit que ça se partage à 50-50, %. Ça peut être 40-60. Mais c'est par exemple, dans ce cas-ci, avoir un nombre pair et donc avoir un nombre impair. Ici, comme on a 6 faces sur un dé, j'ai le même nombre en pair et en impair. Mais ça, c'est pas obligatoire. La probabilité de l'événement A, c'est donc, et ça c'est important de le comprendre et de savoir l'utiliser, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas possibles, quand on lance un dé, c'est 6. Mais quelle est donc la probabilité d'avoir un 2 sur le dé? Si votre dé n'est pas pipé, vous avez qu'un seul cas favorable quand il vaut 2. Donc, votre probabilité, c'est 1 sur 6. Si, bien sûr, votre dé est pipé, vous n'avez pas la même probabilité d'avoir un 1, un 2, un 3 et un 4. Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus calculer la probabilité de cette manière-là. Pour ces définitions, il faut surtout savoir les utiliser et savoir un petit peu les repérer. C'est-à-dire que si vous devez donner une justification, ils vont préférer que vous utilisiez les termes corrects comme événement contraire, comme au lieu d'un événement, je sais pas moi, qui s'oppose, voilà. Maintenant, regardons l'interaction entre deux événements. Par exemple, on a l'événement, maintenant on va passer des cartes à jouer, c'est avoir une carte rouge et l'événement B, avoir une dame. Et on va donc définir A union B, c'est-à-dire A ou B. Un événement est réalisé si seulement si l'événement A ou B ou les deux se réalisent. Dans mes 52 cartes, j'ai donc 26 pour avoir une rouge et j'en ai 4, dont 2 rouges, pour avoir une dame. On ne peut pas compter 2 fois le même événement. Donc, ici, ça sera plus 4, ça sera 2 de plus. Donc, on a 26 plus 2, 28 possibilités. A inter B, c'est donc A et B. L'événement est réalisé si seulement si les événements A et B se réalisent simultanément. Quelle est la probabilité d'avoir 2 dames rouges? Là, c'est 2
sur 52 cartes. A et B sont indépendants si la réalisation d'un événement ne modifie pas la probabilité de réaliser l'autre événement. Ben, c'est tous les cas avec remise, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que l'événement, donc votre activité se passe avec deux actions, deux événements. Le premier va consister, par exemple, à tirer une boule et à regarder si une carte et voir si la carte est rouge ou pas. Mais si vous ne remettez pas dans votre jeu la carte que vous avez tirée, vous changez le nombre de cas possibles. Au début, lors du premier tirage, vous avez de tirer une carte rouge, 26 chances sur les 52 cartes. Si c'est sans remise et que vous faites un deuxième tirage, dans ce cas-là, en dessous, il n'y a plus 52 cartes, il n'y en a plus que 51. Et la probabilité va dépendre de ce qui s'est passé au premier tirage. Mais si vous faites une remise, vous retournez à 52 cartes et on va considérer que les événements sont indépendants. A et B sont incompatibles, ça c'est différent, c'est si les événements ne peuvent pas se réaliser simultanément. C'est ce qu'on avait tout à l'heure dans un des autres cas, la définition. On avait les événements impossibles, je dirais, ou contraires. Par exemple, tirer une carte qui est, qui est noire, mais qui est un cœur. C'est pas possible. Les probabilités d'un événement sont toujours comprises entre 0, ça veut dire qu'elle n'a pas lieu du tout, et 1, ça veut dire qu'elle est certaine. C'est égal à 0 si c'est impossible. C'est égal à 1, comme on a dit, si c'est certain. Et comme la somme des probabilités maximum, c'est 1, on peut très bien voir, on va définir ainsi, que la probabilité d'avoir 1 plus la probabilité d'avoir l'inverse de A, donc le contraire de A, ça doit former 1. Donc ça nous donne une idée de quelles sont les probabilités. De la même façon, on peut dire, c'est ce que je viens de marquer ici, on peut dire que la probabilité, c'est parfois la somme de petites probabilités. Par exemple, si vous faites 2 tirages, vous allez devoir sommer vos probabilités. Si vous connaissez la probabilité de A union B, comment vous allez faire? Vous allez prendre toute la partie A et puis vous voudrez prendre toute la partie B. Mais en faisant ça, vous prenez la partie hachurée, colorée, 2 fois. Donc il faudra la retirer. Et cette partie colorée s'appelle le A inter B. Et donc ce sera qu'on retire la probabilité de A inter B. On définit encore une autre probabilité, c'est la conditionnelle de E, sachant F. Alors on la représente ainsi. Et bien sûr, sa petite sœur jumelle n'a pas la même valeur. Et c'est donc, on évalue la probabilité que l'événement A, dans ce cas-ci, ait lieu, sachant que l'événement F est déjà en cours, est occupé. Et cette probabilité, j'ai oublié de vous le dire, c'était donc la probabilité d'avoir un inter B, parce qu'il nous faudra l'intersection des deux cas, et l'ensemble des probabilités qui sont possibles, c'est le groupe des F. Par exemple, un cas très classique, c'est vous avez 100 élèves et vous avez 40 filles et donc 60 garçons, et on vous dit aussi qu'il y a 10 enfants qui nagent. Et on va vous demander quelle probabilité que vos 10 enfants qui nagent soient une fille. Dans ce cas-ci, vous n'allez plus travailler, sachant que, que vous regardez que dans les filles, vous posez la question aux filles. Dans ce cas-ci, votre PF, la probabilité de l'événement général, ça va être sur 40.
directement. C'est pas sur 100, puisque vous vous concentrez que sur les filles. Et après, la probabilité d'avoir le bon cas, c'est 10. Pour justement vous aider à vous repérer, il y a 3 grands outils différents que vous pouvez utiliser. À l'examen, parfois, il vous demande d'en utiliser un en particulier, mais la plupart du temps, il vous laisse libre. Mais vous devez connaître les 3 méthodes parce qu'ils peuvent très bien vous en imposer une. La première méthode, c'est l'arbre pondéré, avec 2 principes de base. C'est que la probabilité d'un événement élémentaire, pour ça, on va multiplier les probabilités rencontrées sur le chemin qui mène au résultat associé à cet événement. Je vais vous montrer un exemple. Et la probabilité d'un événement non élémentaire, on va additionner la probabilité des événements élémentaires qui le composent. Un petit schéma. Si par exemple j'ai 3 boules bleues et 4 boules rouges, et après chaque tirage, on remet la boule. Et on va faire 2 tirages. Donc on va les appeler B et R, les résultats. Donc au premier tirage, soit j'ai tiré une bleue, soit j'ai tiré une rouge. La probabilité de tirer une bleue, j'avais 3 boules bleues. Et en tout, j'en ai 7. Donc c'est 3 sur 7. Pour la rouge, ça sera l'inverse, 4 sur 7. Puisqu'ils sont, contraires. Au deuxième tirage, on ne change pas les probabilités. Donc de la bleue, je vais de nouveau avoir 3 sur 7 pour les bleus et 4 sur 7 pour les rouges. Et pour les 4 septièmes de rouge, je vais avoir la même chose. Donc la probabilité d'avoir de tirer une boule bleue, puis de tirer une boule rouge, donc je vais le représenter avec des couleurs. Je parle donc de ce cas-ci. Comment on fait pour utiliser le beau tableau? C'est qu'on va parcourir le chemin. Donc d'abord, je pars, j'ai encore rien fait, et on me dit que je tire une boule bleue. Poup, boule bleue. Et je note cette information directement. Mais, et c'est là où on dit la probabilité d'un événement élémentaire, que ça se multiplie, parce qu'en réalité, mon événement ne s'arrête pas à avoir juste une boule bleue dans le premier tirage. Je dois aussi avoir une boule rouge dans le deuxième tirage. Donc, dans ce cas-là, votre chemin va aller comme ceci. Et la formule générale ici dit que vous allez avoir 3 sur 7, c'est la probabilité bleue. Et au deuxième tirage, on n'a rien changé, on a remis la boule, donc notre probabilité n'a pas changé. Et là, cette fois-ci, je dois le multiplier par 4 sur 7. Ce n'est pas un grand chiffre. Mais donc c'est comme ça que ça fonctionne. La probabilité d'un événement, ce qu'on appelle élémentaire, c'est donc une chaîne complète. C'est ainsi. Par contre, pour un événement non élémentaire, c'est par exemple obtenir une boule rouge en deuxième tirage. Dans ce cas-là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous êtes une bleue et puis après vous avez encore une rouge, soit vous avez une rouge et après vous allez avoir votre rouge de nouveau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les événements non élémentaires et qui est constitué de 2 événements élémentaires, c'est-à-dire que dans les événements élémentaires, il y aura 3 septièmes fois 4 septièmes, plus, et c'est là où est l'astuce, 4 septièmes fois 4 septièmes. Et ça vous donne une certaine valeur que je ne vais pas calculer ici. En fait, elle est déjà calculée plus bas. Ça vous donne 28 sur 49. OK? Donc ça, c'est important de comprendre la probabilité d'un événement élémentaire. Donc il n'y a pas d'autres conditions. Et la probabilité d'un événement non élémentaire. Et dans ce cas-là, c'est la somme des événements élémentaires. Un deuxième type d'outil, au lieu d'un arbre pondéré, c'est le diagramme de Venn. Le diagramme de Venn permet de représenter l'ensemble des solutions possibles
Et puis après, c'est par rapport à des informations qu'on vous donne sur un groupe de qui ont les mêmes activités, etc., etc. Je prends un exemple de nouveau. J'ai 120 élèves. OK? Je vais changer de couleur parce que celle-ci n'est pas très très visible. La preuve, je perds tout le temps mon bic. OK? J'ai 120 élèves en tout. Donc, oméga, c'est 120. On me dit qu'il y en a 55 qui vont à l'étranger. Et on me dit aussi que le groupe ici, c'est l'étranger. Donc je mets 55. Je ne vais pas le mettre au milieu parce qu'on ne sait pas très bien si je le mets au milieu, si ça va faire que à cette petite zone-là ou que ça aille jusque la zone rouge inclus. Et d'autres élèves vont, eux, aller dans leur famille pendant l'été. Ici, ils sont 40. Je lis ce qu'on me donne. On me dit que 23 vont dans la famille à l'étranger. Donc ici, je suis dans la zone famille. Et là, je suis dans la zone étranger. On peut très bien avoir 3 cercles. Dans ce cas-ci, ceux-là, je vais les mettre où? Eh bien, je vais les mettre en réalité dans cette zone ici, dans la zone rouge. C'est là où j'ai les 23. Et ainsi, on peut très bien maintenant définir combien se trouve dans la partie verte. 55 moins 23, ce qui fait 32. De la même façon, dans ceux qui sont vraiment que restés en famille, eh ben, j'en ai 40 moins 23, ce qui fait 17. Et puis, on nous dit maintenant qu'on va chercher des différentes probabilités, celle d'avoir, d'abord, l'élève à l'étranger, mais pas dans la famille. Eh bien, en fait, ce qu'on fait alors, on lit dans ce graphique. On a dit à l'étranger, c'est dans les verts, mais pas dans la famille. Donc, ça veut dire que ça va exclure la zone 23, qui touche la famille. Donc, ce sera donc 32. 32 sur quoi? Sur l'ensemble des éléments. Un autre cas, c'est l'élève à l'étranger ou dans sa famille. OK, donc l'élève à l'étranger, je peux là prendre aussi le 23, donc ça va me faire 55 sur 120. Et on me dit aussi, pas dans la famille, donc élevé à l'étranger ou dans sa famille. Donc je viens de faire à l'étranger. Et pour faire à sa famille, là je vais juste prendre la partie des 17. Ou bien je prends la partie des 17 directement si j'ai pu le calculer, bien sûr sur 120. Ou bien alors, je me suis rappelé que ce 17 est constitué de 40 moins 23 sur 100. C'est la même chose. Et de là, ça nous donne une très jolie valeur. Avec ici, de ce que je vois, une faute de frappe. Parce que ça devrait être un moins. Le troisième cas qu'on va pouvoir utiliser, et je vais devoir faire de la place, c'est ce qu'on appelle le tableau de Venn. Pardon, le tableau à double entrée. Oula. Si je reprends toujours le même cas, c'est encore plus facile pour le repérer, parce que je sais que ici, je vais mettre en famille, oui, non. À l'étranger, oui, non. On aurait pu mettre en famille en verticale et étranger de l'autre sens. Là, il n'y a pas de contradiction pour l'un ou l'autre. Par contre, on sait que le total de cette grille vaut 120. Et le total du total, je vais le mettre ici, c'est 120. Après, comment on fait? On fait la même chose. On nous dit comme première information que j'en ai 55 à l'étranger. S'ils sont 55 à l'étranger, je ne sais pas très bien ceux qui sont en famille ou non, donc ça veut dire que c'est des globaux. Je vais les mettre dans une colonne plus globale. Je vais faire la même chose pour le 40 qui est dans la famille. Normalement ici j'aurai une sorte de somme, de total, et je vais le mettre ici, plus à gauche ou plus à droite, c'est pas tellement important. Enfin pardon, dans la famille c'est ici, ça sera 40 ici. Et puis on nous dit qu'il y en a 23 qui vont dans la famille à l'étranger. Ça veut dire qu'ils vont être oui pour la famille et oui
à l'étranger. Et là, on ajoute le 23. Sachant le total que j'avais pour aller en famille, 40, et que j'ai déjà utilisé 23, ça veut dire qu'il me reste 17 postes de vide. C'est ce que j'avais ici de l'autre côté. De la même façon, en horizontal, je sais que pour ceux qui sont allés à l'étranger, j'en ai 55 en tout, mais 23 sont passés par la famille et donc j'en ai 32 qui ont été directement. Donc, ce tableau à double entrée marche très bien, mais uniquement si vous avez deux variables, bien entendu. Regardons maintenant quelques exemples. Premier exemple, on lance 2 dés et on additionne les points. L'événement A est avoir un total impair. Quelle est la probabilité de A? Là, il y a un sacré piège. Parce qu'on a envie de dire, ben voilà, si j'additionne les points, quand j'ai 2 dés, je peux donc avoir comme résultat, puisque j'ai 2 dés, ben 1 plus 1, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 comme résultat, hein, si j'ai un double 6. Et je dois chercher ceux qui sont impairs. Donc j'ai le 3, le 5, le 7, le 9 et le 11. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cas possibles, enfin total. Et combien sont utiles pour nous? Sont 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, probabilité de A, c'est 5. Eh bien non, parce qu'on a oublié là-dedans une règle de base, c'est qu'il faut que toutes les, euh, toutes les issues soient équiprobables. Je m'explique. Avoir un 3 avec les dés, ben, j'ai comme possibilité, on va les représenter comme si c'était des dominos, ça sera plus facile à comprendre. Je peux avoir un 1 sur une face, et je vais avoir sur l'autre dé un 2. Mais je peux très bien avoir, de la même façon, 2 sur la première dé et 1 sur le deuxième dé. Mais pour avoir un 5, comment je peux faire? Eh bien là, vous allez voir qu'on est parti pour quelques dés. Je peux faire 1 et 4. Je vais écrire, ce sera plus facile. Ou bien 4 et 1. Je peux faire 2 et 3. Ou bien 3 et 2. Donc pour avoir un 3, je n'ai que 2 possibilités. Mais pour avoir un 5, j'ai 4 possibilités. Par contre, d'avoir un 4 ou un 4-1, c'est aussi probable, c'est équiprobable. Donc les événements individuels et unitaires, je dirais, sont bien donc élémentaires, hein, les événements élémentaires sont bien uniques, c'est parfait et équivalent, mais l'événement en lui-même n'est pas équivalent. Et on peut faire la même chose pour le 7, pour le 9, le 11, etc. Si vous faites ça ainsi, vous allez obtenir gentiment, je remets, vous allez obtenir donc comment écrire cette probabilité pour A. En réalité, vous allez écrire que la probabilité de A, c'est la probabilité d'avoir un 3, plus la probabilité d'avoir un 5, plus un 7, plus un 9, plus un 11. Et vous allez indiquer chacune de la probabilité d'avoir un 3, c'est donc 2 sur 36. Oula, d'où ça vient le 36? En réalité, c'est un peu comme on avait avec nos arbres, avec des boules bleues et les boules rouges. J'ai dû faire en 2 étapes. Et j'avais donc dû multiplier l'information que j'obtenais pour la première partie de l'étape et puis avec l'information de la deuxième partie de l'étape. Et bien ici, mon 2 sur 36, c'est exactement le même concept. C'est-à-dire que j'ai 2 cas probables, mais sur 6 fois 6. Parce que j'ai dû tirer 2 dés. La probabilité d'avoir un 5, ben, ça va être 4 sur 36. Alors, pour avoir un 7,
J'ai pas fait ici tous les petits dessins, je vous donne juste le résultat. C'est 6 sur 36. Pour avoir un 9, ça je veux bien vous le faire au cas où. Pour avoir un 9, ben, vous pouvez avoir un 4 et un 5. Vous pouvez avoir un 3 et un 6. Donc vous pouvez avoir aussi un 5 et un 4 ou un 6 et un 3. Donc c'est 4 sur 36. Et pour P11, c'est 2 sur 36. Donc la probabilité de A, c'est la somme de toutes ces probabilités. Et en réalité, si vous regardiez, ça vaut un demi. Donc ça, c'est le piège. Et c'est pas évident à repérer. Il fallait que toutes les probabilités élémentaires soient équiprobables. Le deuxième cas, dans cet ensemble ici, est beaucoup plus simple. Donc on a 1000 personnes au total. On a des hommes, des femmes, daltoniens, non daltoniens. Et on doit compléter le tableau. Bon, ça va être facile. On complète dans les colonnes. Dans les daltoniens, c'est 16 plus 7 en total ici. Ça fait donc 23. 300, ça veut dire qu'on a 700 femmes. J'ai 16 hommes sur 300. Ça veut dire que j'ai 284. Et ici, j'ai 693. Et j'ai donc 1000, ça fait 976. Oula, 77. Ouf, j'ai été un peu vite. Voilà, ça c'est en gros. On a déjà fait le A. On choisit une personne au hasard. Ok. Calculer la probabilité que la personne soit daltonienne. Si c'est au hasard, c'est sur donc 1000. Parce que j'ai pas choisi dans quel groupe je vais être en particulier. Et le daltonien, on s'en moque que ce soit un homme ou une femme, il faut que ce soit daltonien. Donc j'ai 23 possibilités. Soit une femme non atteinte de daltonisme. Ok, mais c'est toujours une personne au hasard. Donc je suis toujours sur 1000. Il faut que ce soit une femme, donc c'est dans cette colonne-ci, non atteinte de daltonisme, c'est donc 693. Voilà, on a nos chiffres. Des boules dans une urne. L'urne contient 8 boules bleues, 6 boules rouges. Oh, ils sont gentils. Donc, première chose à faire, c'est combien j'ai de boules au total? J'en ai 8 plus 6, c'est 14. C'est ce que vous voyez ici en dessous. Et on nous a dit, ici, ils ont mis les bleus et ils ont mis les rouges. J'ai 8 boules bleues. Ça, c'est le 8 qui est ici. 6 boules rouges, c'est pour ici. On procède à une expérience aléatoire dont l'arbre pondéré décrit les résultats. Ok, il nous donne des infos. Décrire l'expérience aléatoire. Donc là, c'est mettre des mots. Donc, on voit qu'on a 2 tirages. Et on voit aussi que le 14 devient 13 après. Ça veut dire qu'il n'y a pas de remise. Donc ça, c'est important à l'identifier. Et que donc, on regarde la probabilité de tirer des boules. Donc c'est pour décrire, pour le A, je mettrai que c'est tirer 2 boules en 2 tirages sans remise dans un paquet de 14 boules. Et je mettrai entre parenthèses 8 bleus et 6 rouges. Ok? Ça c'est pour le A. Le B, expliciter l'événement RR. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a fait un premier tirage et qu'on a récupéré une boule rouge. Et lors du deuxième tirage, on a encore repéré une boule rouge et bien sûr sans remise. Donc, pour le B, si je vous écris la phrase, c'est tirer au premier étage une boule et tirer au deuxième étage une boule. Calculer la probabilité de tirer 2 boules de couleurs différentes. Ok, on va nettoyer un petit peu tous ces écrans parce qu'à la fin on voit plus rien. Et on va mettre des couleurs différentes. Donc on doit probabilité de tirer 2 boules de couleurs différentes. Disons que je pars d'abord par les bleus, il faut bien choisir quelque chose. Et est-ce que je peux avoir une bleue? Non, je dois avoir obligatoirement une rouge. Quelle est la probabilité à cet endroit-là via ces moyens? C'est comment on va l'appeler? Probabilité de A.
C'est donc 8 fois 14 multiplié par 6 fois 36. Ça nous donne un certain chiffre. Mais on a aussi une autre branche. L'autre branche, c'est comme ceci et puis comme ceci. Donc, mon ticket dispatcher, c'est ceci, plus 6 fois 14 fois 5 sur 13, plus 6 sur 14 fois 9, pas 9, 5 et 3, 8, 8, pardon, 8 sur 13. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à faire les calculs, hein, mais ça, je vous laisse faire. Et j'espère que c'est suffisamment clair. Page 2. Alors, on commence par le 5. Lors d'une expérience aléatoire, les probabilités des événements A et non A, d'accord? Je vais me remettre dans une bonne couleur parce que de nouveau, je ne vois plus rien. Donc, A et non A et N et non N ont été calculées. Certaines de ces probabilités sont indiquées sur le diagramme en arbre. Complétez le diagramme. Ben, on sait déjà, attention, que P de A plus P de A moins est égal à 1. C'est systématique. C'est aussi vrai pour mon P de N. Voilà. Donc à partir de là, on peut s'amuser. Si j'ai la probabilité de 0,05 de tirer un A au premier tirage, ça veut dire que je tire 0,95 au premier tirage de l'autre côté. Si après, je ne tire que 0,9, 0,1 pour les non barrés, comme la somme des probabilités à ce niveau 6 est de nouveau égale à 1, ben, simplement ça vaut 0,9. Pour l'autre côté, ben, j'ai déjà 0,3, ça veut dire que j'ai 0,7. Quelle est la probabilité que N ne soit pas réalisé si A n'est pas réalisé? Waouh! Donc, on va d'abord changer de couleur pour bien se repérer. Probabilité que A ne soit pas réalisé si A n'est pas réalisé. Donc d'abord, A n'est pas réalisé, c'est là où je vais. Et puis maintenant, je cherche pour N non réalisé. Donc, pour répondre au A, je vais avoir 0,95 fois 0,3. Pour le B, maintenant, quelle est la probabilité que N soit réalisé? Ah, là, c'est plus intéressant parce que ça veut dire qu'on ne regarde pas à ce qui se passe pour la lettre A. Donc, quels sont les chemins possibles? Il faut toujours commencer par repérer ces chemins. Il faut que N soit réalisé. Donc, j'ai ici et ici. Et de la même façon, je vais avoir cette branche et qui de facto va avec celle-là. Et là, j'ai donc deux groupes élémentaires. Donc, je vais avoir comme résultat, pour ici, ça va être égal à 0,05 fois 0,9 plus 0,95 fois 0,3. Et ça nous donne, selon ma fiche, 0,33. Question suivante. Dans une urne qui contient 15 boules numérotées de 1 à 15, indiscernables au toucher, on tire au hasard une boule avec replacement. Replacement, c'est un synonyme de remise. De la boule tirée dans l'urne après avoir noté le numéro de la boule. On définit les événements. Tirer une boule portant un numéro pair, tirer une boule portant un multiple de 3 et tirer une boule portant un numéro pair ou un multiple de 3. Quelle est la probabilité que l'événement C soit réalisé? Donc déjà, regardons combien, on me demande, pardon, c'est quelle est la probabilité que l'événement C soit réalisé? Tirer une boule portant un numéro pair ou un multiple de 3. Regardons un petit peu les différents résultats. Un numéro pair, si j'ai 15 boules, c'est donc 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. Tirer une boule portant un multiple de 3, pour ça j'ai donc 3, 6, 9, 12 et 15. Tirer une boule portant un numéro pair ou un multiple de 3.
Ok, là j'ai beaucoup plus de possibilités. Donc je recommence, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et maintenant je vais ajouter un multiple de 3. Alors le 3, je peux l'ajouter parce qu'il n'était pas dans les chiffres d'avant. Donc 3. Le 6, il est déjà mis, je ne peux pas le rajouter. Mais je peux rajouter le 9, le 12 et le 15. Donc dans ce cas-ci, la probabilité que l'événement B soit réalisé, C, pardon, soit réalisé, ça va être P de C est égal à 5 sur 15 plus 5 sur 15. Oula, c'est pas 5, c'est 7 ici. Donc, dans l'exercice 6, maintenant, j'ai 15 boules indiscernables avec replacement. Donc, le total ne change pas. On définit les événements, tirer une boule portant un numéro pair. Ok, on va, puisqu'il n'y a pas beaucoup de nombres, on va prendre le temps de les indiquer. Ça va aider. Tirer une boule portant un multiple de 3. Ben là, c'est 3, 6, 9 et 12. Tirer une boule portant un numéro pair ou un multiple de 3. Ah, ça devient plus amusant. Donc, on va dire que c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 15. Et on doit ajouter maintenant le 3. Ben oui, c'est bon, je peux. Il était chez personne. Le 6, il est déjà là. Le 9, je peux ajouter. Et le 12, on l'a déjà. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, il me manque le 15. Et là, je l'ai ajouté, donc c'est bon. Ah, et là, il me manque le 14. Voilà. 10 sur 15. Les événements A et B sont-ils indépendants? Mais non, on voit bien qu'ils ne sont pas indépendants, puisque j'ai des éléments en commun. Et que si avait été juste le nombre pair, ben, ça, c'est autre chose que je suis en train de dire. Sont indépendants, ben oui, ils sont indépendants. Non. Non, ils ne sont pas indépendants parce qu'ils ont des éléments communs, le 6 et le 12. Alors, regardons maintenant pour le 7 comme exercice. J'ai 250 membres d'un club sportif, blabla, filles, garçons. On me donne un joli tableau et on me dit que je peux l'utiliser pour obtenir toute une série de choses. Ok, on va en profiter pour nettoyer l'écran et puis on y passe à la casserole. Donc le 250, oh ils sont gentils, ils nous l'ont déjà placé, il est là-bas. On nous dit 60 membres sont inscrits en natation. 60, on ne nous a pas dit si c'est des filles ou des garçons. Donc ici, je mets 60. 80 en athlétisme, ok. Et les membres restants sont inscrits en gymnastique. Ben, c'est donc 250 moins 60 moins 80, c'est égal à 110. Ça fait 190, oui, 110. Et on continue à me dire que chaque membre inscrit pratique un seul sport. Ah, c'est sympa. 60% des inscrits en athlétisme sont des garçons. En athlétisme, 60%. Donc j'ai 0,6 fois 80. Ça, c'est mon résultat pour l'athlétisme, c'est-à-dire 48 élèves. De façon que je peux trouver pour les filles en athlétisme, ben, ça va être 80 moins 48, c'est égal à 32. Et 70% des inscrits en gymnastique sont des garçons. 70%. Ok. Donc on met 0,7 fois 110. Ça nous donne, ben là il faudrait une machine à calculer, 77. Oh, c'est joli. Donc combien j'ai de filles? Ben 33. En natation, qu'est-ce qu'on me dit? On dit rien. Parmi les inscrits en natation, 60% sont des garçons. Donc 0,6 fois 60. C'est égal à 36 garçons qui font la natation. De la même façon, je tombe sur des filles qui en a 24 et je peux faire les totaux maintenant pour les filles. C'est 89. Pour les garçons, rentrez vos pieds, c'est 161 Mondays.
Maintenant qu'on a rempli le tableau, voyons ce qu'on nous demande. On choisit un inscrit au hasard. Donc, c'est déjà un total sur 250. Quelle est la probabilité que ce soit un garçon pratiquant la natation? Natation, garçon, 36. J'ai 36 possibilités sur 250. Quelle est la probabilité que ce soit un garçon, tout court? Là, c'est 161 sur 250. Et puis maintenant, le C, ici, on choisit un garçon au hasard. Ah, attention. Donc, on s'est contenté de maintenant de piocher dans les garçons. Donc, j'ai 161 comme base. Quelle est la probabilité qu'il pratique la gymnastique? J'ai quand même 77 garçons qui pratiquent la gymnastique. Donc, ça va être 77 sur 161. Donc, normalement, vous marquez les chiffres, c'est 0,48. Voilà. Avec ça, on a fait quelques exemples. Maintenant, on va pouvoir gentiment aller voir les derniers examens, comme d'habitude. Alors, l'exercice 9, on dispose d'un jeu de 32 cartes. Attention, on lit bien les énoncés. 32, pas 52 cartes. On extrait une carte au hasard. On vous a même mis l'image. Là, dans ce cas-ci, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que dans un jeu de cartes, normalement, il y en a 52. Ça veut dire qu'on en a 20, merci les calculs, qu'on n'a pas pris. Ça a très bien pu être le As, Roi, Dame, Valet qu'on n'a pas pris. Donc c'est ça que c'est intéressant de repérer au cas où. On extrait une carte au hasard, ok. Calculez les probabilités de chacun des événements suivants. Si je prends une carte au hasard, ici, je suis déjà sur 32. Et la probabilité de tirer un 7, il y a 4 7. Donc c'est 4 sur 32. Dans un cas pareil, ils l'ont écrit fraction irréductible. Ça fait donc 1 sur 8. Toujours sur 32, de tirer un 7 ou un 8. Ils sont complètement indépendants, ces deux-là. Il n'y a rien en commun entre les deux. Donc, simplement, je vais pouvoir les additionner. Tous les cas possibles. J'ai donc K4 plus 4 cartes. Ça fait 8 sur 32. C'est égal à un quart. Toujours sur 32, probabilité de tirer un 7 ou un cœur. Je vais mettre 4 pour les 7. Et pour les cœurs, normalement, ce serait 8 cartes. Sauf que j'ai déjà le 7 ici. Donc, je vais avoir que 7 cartes. Ça fera donc 11 sur 32. Là, on peut pas réduire. Probabilité de tirer un 7, sachant que la carte est rouge. Dans ce cas-ci, attention, je ne suis plus maintenant sur l'ensemble de mes 32 cartes, puisque je sais d'abord que j'ai tiré du rouge. Donc, je suis sur 16 cartes. Et c'est de tirer un 7, je n'en ai que 2. C'est donc un huitième. Voilà, je crois que c'était tout. Ouais, bonne continuation.